Monsieur le ministre, messieurs les présidents de conférence, chers congressistes, 9 heures, on débute. Monsieur le ministre, cher Olivier Véran, ce matin, pas de littérature. Vous avez un agenda de plomb. Et nous-mêmes, nous allons rejoindre dans quelques heures nos équipes qui sont fatiguées, inquiètes, mais à leur poste. Hier, plusieurs DG, PCME ont quitté le Congrès pour aller en visio à des cellules de crise. Merci, je suis très heureux de vous accueillir. Vous avez fait l'effort de vous déplacer. Vous êtes là auprès de vos CHU. Et je n'aurais pas besoin de dire, comme je l'avais dit à votre prédécesseur Agnès Buzyn, il y a 2 ans, avec la présidente de la conférence des DG, Madame la ministre, vous nous avez beaucoup manqué. Vous êtes là. Et puis à titre personnel, petite parenthèse, je suis très fier de la mission que vous m'avez confiée pour le Conseil scientifique des investissements en santé. Et comme a dit Benoît Vallée avec beaucoup de gentillesse, peut-être François-René, tu vas contribuer à redessiner le panorama des hôpitaux français. Donc vous êtes là, nous sommes là, y compris dans une fonction de prévention, car la vaccination est au centre des débats aujourd'hui, c'est le seul moyen de contenir l'épidémie, et les CHU ont aussi une fonction de prévention et de proximité. Mais nous sommes là aussi par nos urgences, quand les logiciels automatiques de prise de rendez-vous un peu aveugles laissent sur le carreau nos concitoyens désemparés, quand de la ventilation respiratoire même sophistiquée, il faut mettre en place une circulation extracorporelle, quand il faut redresser un diagnostic d'imagerie erroné, car l'acte a été fait sans pertinence. Nous sommes là aussi quand il faut aller chercher un foie à l'autre bout de la France. Nous sommes là aussi parce que nous formons les professionnels utilisés par d'autres. Et nous sommes là quand, à 3 heures du matin, les parents amènent par le SAMU un nouveau-né bleu de détresse respiratoire. Nous sommes là nuit et jour, semaine et jours fériés, depuis des dizaines d'années, peut-être à contre-courant de l'ambiance professionnelle actuelle. Depuis 2018, vous le savez, nous réclamons que soit clarifiée notre position territoriale dans le schéma d'organisation sanitaire et notre avenir budgétaire. Nous contestons un peu les critères dont on nous affuble, s'agissant du recours, de la formation et de la recherche. Donc nous sommes prêts à rendre compte. Nous sommes prêts à rendre compte, et je vous propose ce matin un échange de confiance réciproque, en rappelant la phrase de Paul Ricoeur, la définition de la confiance, rendre compte, car un autre compte sur vous. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames et messieurs les présidents des conférences, chère Marie-Noëlle, cher François-René, cher Patrice, mesdames, messieurs les directeurs, les présidents de commissions médicales d'établissement, les directeurs d'UFR, mesdames, messieurs, chers tous, je suis très heureux de m'adresser une nouvelle fois au monde hospitalo-universitaire dans le contexte particulier que nous connaissons, qui est difficile évidemment, avec une épidémie qui ne nous a laissé finalement aucun répit depuis bientôt 2 ans, et je mesure la fatigue, la lassitude, l'épuisement parfois réel de la communauté hospitalière. L'hôpital français a tenu. Il tient toujours, et c'est grâce à vous. Nous avons tenu parce que nous avons un système hospitalo-universitaire capable de fonctionner sur ses 2 pieds, le pied H, qui permet d'adapter l'organisation hospitalière, et le pied U, qui permet de produire des recommandations adaptées aux circonstances très rapidement. Je voudrais donc d'abord vous adresser évidemment un message de reconnaissance, de gratitude, tout particulièrement aux hospitalo-universitaires, vous dire un très grand merci, parce que sans vous, je ne peux imaginer où nous serions aujourd'hui. La 5e vague est présente, le nombre de cas continue d'augmenter, d'hospitalisation continue d'augmenter, d'admission aux soins critiques, un patient toutes les 6 minutes, je l'ai dit hier, en réanimation, H24 dans notre pays, c'est énorme quand on pense à cela, ce qui fait à nouveau planer le spectre de services en tension, de déprogrammation, à mesure que les plans blancs se succèdent région après région. Et l'hôpital public est à nouveau, et encore une fois, en première ligne. Depuis 2 ans, l'hôpital a été fort, il a été imaginatif, il a su s'adapter à des contraintes sans précédent. Et en disant cela, je n'ignore rien des difficultés auxquelles vous faites face encore aujourd'hui. Je ne les élude pas, je ne les esquive pas. Oui, il y a un malaise. Ce malaise n'est pas nouveau,
Mais la crise a rebattu les cartes, bouleversé les organisations, les représentations et amplifié les difficultés. Là où les gens tenaient, parfois en taisant leurs difficultés, avec des difficultés à se projeter dans l'avenir, mais qu'ils tenaient bon, accrochés à leur vocation, à leur blues et à leur mission, la crise a provoqué une fatigue qui s'est exprimée parfois avec fracas et qui a pu être la goutte d'eau qui faisait déborder un vase qui s'était rempli depuis des années ou des décennies. Face à cela, est-ce que nous sommes, je parle là des pouvoirs publics, de l'État, est-ce que nous sommes restés les bras ballants depuis 2 ans? J'ai la faiblesse de penser que non. Le Ségur de la santé a bien regardé les sommes déployées, l'ambition poursuivie, n'est pas un effet d'annonce, ni un moyen d'acheter à peu de frais la paix sociale, ce n'est pas son but, ça n'était pas mon ambition. Pour moi qui ne suis pas hospitalo-universitaire, mais qui suis quand même un amoureux de l'hôpital public. Mon but, c'est de relever l'hôpital. Mon ambition, c'est de permettre à tous ceux qui choisissent l'hôpital public de se dire chaque jour qu'ils ont fait le bon choix. La tâche n'est pas simple, les solutions miracles n'existent pas, surtout dans du très court terme, vous le savez, et dans un contexte particulier pour l'ensemble du système de santé, il faut bien le dire. À cet égard, le thème de vos assises est éloquent. Agir dans un monde d'incertitude, un défi pour les CHU. Il me semble que pour un ministre, l'action n'est pas une option parmi d'autres. Agir quand on sait, ce n'est pas simple. Agir quand on ne sait pas, c'est au mieux un pari, au pire un geste désespéré. Paul Valéry disait « Que de choses il faut ignorer pour agir ». Je partage cette pensée, et l'ignorance, à défaut d'être une vertu, n'est pas l'ennemi de l'action, bien au contraire. Reste à savoir comment agir, selon quelle méthode, quelle stratégie, quelle feuille de route pour l'hôpital et pour la communauté hospitalo-universitaire que vous représentez. Pour en finir avec votre thème, qui lui n'en a pas fini avec nous, je crois que l'on pourrait réhabiliter la métisse grecque, cet ensemble de comportements intellectuels qui s'appliquent à des réalités fugaces, mouvantes, déconcertantes et ambiguës. Placer la science, sinon au-dessus de tout, en tout cas comme valeur cardinale, c'est mon cas, n'empêche pas de croire aux vertus du tâtonnement et aux enseignements de l'expérience. Voir, c'est voir, faire, c'est savoir, nous dit la sagesse populaire. Moi, je crois à l'ambition de la science, réhabilitée pour ce qu'elle a d'extraordinaire, et que nous ne donnons pas suffisamment à voir aux Français. Nous ne donnons pas suffisamment à voir ce qu'est l'idée qui va germer dans le cerveau d'un universitaire, au pied du lit du malade ou dans un laboratoire, qui va le conduire à monter des protocoles de recherche, à parfois trouver, parfois ne pas trouver, mais à toujours faire évoluer la science. Et l'hospitalo-universitaire, le chercheur, l'enseignant, le grand médecin, ne fait pas de fausses promesses. Il n'a pas de talisman, il n'a pas d'amulette, il n'a pas de traitement magique qui ne fonctionne pas. Il préfère dire qu'il ne sait pas, mais qu'il va trouver. Depuis de longs mois, nous agissons, et des transformations profondes sont en cours qui dessinent le visage de l'hôpital public de demain. Je ne vais pas revenir devant vous sur l'ensemble des orientations de la stratégie Ma Santé 2022. Le diagnostic avait été partagé par l'ensemble des acteurs et les transformations sont à l'œuvre, avec un impact de la crise sanitaire dans la déclinaison de certaines de ses prérogatives. Je ne reviendrai pas non plus sur l'ensemble des engagements du Ségur, vous les connaissez, les revalorisations salariales sans précédent quand même, un investissement hospitalier, cher François René, que vous portez à bout de bras à travers ce conseil scientifique que j'ai souhaité pour changer de méthode et pour nous assurer que celles et ceux qui déterminent le visage de l'hôpital de demain soient celles et ceux qui travaillent et qui sauvent des vies en premier lieu. Et mettre de la science dans la démarche de reconstruction et de modernisation des hôpitaux n'est pas une injure faite à la médecine, je crois, au contraire. C'est un montant historique, vous le savez aussi, et c'est factuel. Depuis des décennies, nous n'avions pas eu cela. Le plan Hôpital 2007, plus le plan Hôpital 2012, plus 50%. 75% des investissements, certes, concernent des petits et des moyens hôpitaux, mais il y en avait besoin, puisque 85% des crédits précédents avaient concerné les gros centres hospitaliers. Et un CHU ne peut pas pleinement fonctionner dans ses missions de recours s'il est embolisé par des missions de proximité, liées en partie au fait qu'il y a un taux de fuite important des patients des territoires, lié au fait que les hôpitaux sont vétustes et ne sont plus capables d'offrir des soins de qualité à leurs patients. Lors des conclusions du Ségur de la santé, je m'étais également engagé à traiter spécifiquement la question de l'attractivité dans la carrière hospitalo-universitaire. Il y a eu des avancées qui poursuivent plusieurs objectifs, tous destinés à améliorer l'attractivité des filières. Parce que oui, il faut mieux accompagner la préparation au concours et l'entrée dans la carrière.
Il faut aménager et valoriser votre mission globale, il faut assouplir votre cadre statutaire et d'exercice. Il faut également renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est un enjeu majeur pour la société tout entière, et l'hôpital doit faire figure d'exemple. Votre filière reste aujourd'hui attractive. Si j'en regarde avec Frédéric Vidal les arbitrages que nous avons à faire sur la révision des effectifs hospitalo-universitaires 2022, et le nombre de candidats est toujours très important, ce qui est capital pour l'avenir de notre hôpital public. Vous le savez, j'ai pris l'engagement dans le cadre du Ségur de créer 250 postes d'enseignants pour des praticiens exerçant en ville et à l'hôpital. Cela permettra de soutenir les politiques publiques prioritaires, dont les réformes des formations en santé, et de donner des perspectives d'attractivité importantes pour les plus jeunes. Par ailleurs, s'agissant des engagements pris l'été dernier, un ensemble de textes réglementaires est sur le point d'être publié dans les tout prochains jours, notamment le décret du statut unique entre HU de médecine, de pharmacie et d'odontologie, ainsi que le décret sur les nouvelles grilles indiciaires qui vont améliorer la rémunération, notamment en début et fin de carrière des MCU et des PUPH. S'agissant de la question des retraites des hospitalo-universitaires, sujet de préoccupation important et ancien, nous avons fait un pas avec l'augmentation du taux de cotisation possible au compte épargne retraite dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2022. L'enjeu de l'intégration de l'ensemble de vos éléments de rémunération dans l'assiette de votre retraite, et notamment la part hospitalière, que je souhaite, devra être traité, comme vous le savez, dans une réforme plus globale du système de retraite français. Si nous avions pu aller au bout de la réforme, nous n'en parlerions plus, ce serait appliqué. Vous savez donc que la volonté politique est là, et vous connaissez les arbitrages qui sont les nôtres, ainsi que les orientations. Reste le vecteur législatif pour permettre de terminer ce travail amorcé en concertation avec vous. En tant qu'établissement hospitalo-universitaire, et vous connaissez bien votre modèle et les ordonnances de 1958, nous avons collectivement un nouvel enjeu majeur, celui de la démographie médicale et le rôle de responsabilité territoriale et sociale qui incombe au CHU. La démographie médicale et les moyens de lutter contre la pénurie de médecins dans les territoires, c'est la préoccupation majeure des Français aujourd'hui. Majeure. Et nous devons être pleinement mobilisés. Le manque de médecins aujourd'hui, c'est le résultat de mauvais choix. Il faut être capable de le dire. Le numerus clausus installé en 1972 est parti d'un mauvais constat. Celui qui consistait à dire que pour avoir une maîtrise médicalisée, il fallait réduire le nombre de médecins et qu'il y aurait donc une réduction du recours à la médecine. Pour être tout à fait honnête, à l'époque, il y a 50 ans, il était envisagé une évolution des métiers de la santé, une forme de médicalisation de métiers non médicaux, un meilleur partage des compétences et des connaissances entre différentes filières, un peu à l'instar de ce qui se passe dans la plupart des pays autour de nous. Sauf que le virage des coopérations interprofessionnelles a été pris trop tard. Et que le numerus clausus a été resserré de plus en plus. Quand j'ai passé le concours, 3500 médecins étaient formés en France par an. 3500. C'était plus de 12 000 médecins avant l'installation du numerus clausus en 1972. Il fallait donc supprimer le numerus clausus. Les premiers observatoires régionaux de santé, c'était 2003, nous disaient déjà à l'époque qu'il y avait urgence et que la France connaîtrait un trou démographique. Mais à l'époque, souvenez-vous, nous parlions de pléthore médicale en France. La pléthore. Je suis très heureux que nous ayons pu supprimer le numerus clausus, soulagé que nous soyons passés de 8 000 médecins formés en France à 10 500 médecins cette année, ce qui représente une augmentation qui est conséquente, mais enfin il faut 10 ans pour former un médecin, et on n'attendra pas 10 ans pour répondre à l'attente légitime de la population de pouvoir être soignée. Il faut donc traiter tous azimuts, tous ces sujets-là, et penser des solutions nouvelles. Et je vais vous dire ma conviction personnelle, je ne la déclinerai pas ici, elle est en travail, j'ai demandé à mes équipes de se mettre sur ce dossier-là. Je crois que l'hôpital a un rôle à jouer, très fort, en la matière. Et je crois aussi qu'il faut qu'on fasse évoluer les métiers et les carrières. Nous l'avons commencé dans le PLFSS. Les orthoptistes peuvent prescrire des lunettes sous condition. L'accès direct au kiné peut être expérimenté, de la même manière pour les orthophonistes. Et je vois partout où je me déplace des infirmiers spécialisés, des gens qui ont, pardon pour l'expression, 20 ans de bouteille dans la maison, qui sont indispensables aux médecins qui travaillent avec eux et qui revendiquent qu'on leur fasse un peu plus confiance pour leur donner un peu plus de missions, ce qui pourrait soulager un peu plus les médecins qui se voient saturés de demandes de soins. Je veux que nous puissions travailler à cela. De la même manière que je veux que nous puissions développer la culture de l'apprentissage, de l'alternance à l'hôpital, de la validation des acquis et de l'expérience. Je crois qu'un médecin hospitalier est capable de dire que la personne avec laquelle il travaille depuis des années pourrait être demain capable d'évoluer dans sa carrière et ses missions. Je suis totalement sorti de mon texte.
Je suis profondément convaincu que le diagnostic et les orientations portées par la stratégie Ma Santé 2022 sont les bonnes, avec le développement de l'exercice coordonné aussi, qui est fondamental, les délégations de tâches, le développement des compétences ou encore du numérique. Je le redis, nous faisons x100 aujourd'hui en termes de téléconsultation dans notre pays, par rapport à il y a seulement 2 ans. Les jeunes professionnels sont pleinement engagés pour une pratique coordonnée entre professionnels au service des usagers. C'est l'esprit des MSP, des CPTS, des centres de santé, dont la crise sanitaire a prouvé qu'elles étaient des structures efficaces et pertinentes. Il nous faut développer la maîtrise de stages universitaires hors les murs des CHU. Ça, c'est un point qui est fondamental. Pour que nos étudiants aillent sur l'ensemble des territoires, c'est aussi le rôle des CHU que d'assurer un maillage de son territoire. Et c'est un point qui revient partout. Il n'y a pas un parlementaire qui ne demande pas la possibilité de développer des stages plus avant pour tous les métiers de la santé, et notamment tous les métiers et les spécialités médicales en dehors des murs du CHU, avec l'accompagnement universitaire ad hoc. Ce rôle de maillage du territoire, vous l'avez pleinement assuré depuis près de 2 ans avec la gestion notamment des soins critiques dans vos territoires. Vous avez développé des capacités d'extension et de dilatation de vos capacités de prise en charge qui nous ont permis de tenir dans bien des territoires, et c'est aussi ça la force et la réussite des CHU. Quand dans un CHU en Outre-mer, au milieu du mois d'août, on multiplie par 5 le nombre de lits de réanimation, ça veut dire que très loin de la caricature d'un hôpital vieillissant, figé, rigide, technocratisé, en réalité, nous avons là un outil puissamment moderne, flexible, et capable d'une réactivité absolument hors pair. Et je peux vous le dire, j'étais à l'Europe il y a 2 jours avec les 27 ministres de la Santé, qui constataient avec moi que, bien que les vagues aient été particulièrement puissantes en France, notre hôpital a toujours tenu, et que nous n'avons pas eu les images de patients avec des bouteilles d'oxygène dans les voitures, sur les parkings de grands hôpitaux du nord de l'Italie, alors qu'ils ont des hôpitaux modernes. Les CHU sont également fortement impliqués dans la recherche, évidemment, en santé en France. Vous êtes un acteur incontournable de cette recherche, par vos communautés hospitalo-universitaires, par votre lien avec l'université, formalisé dans votre convention constitutive. Je laisserai Frédéric Vidal, dans son intervention, décliner plus avant, si vous voulez, la recherche. Je ne veux pas empiéter sur ses prérogatives, même si je suis un passionné, vous l'aurez compris, de ces questions. J'ai annoncé d'ailleurs le résultat de l'appel à projet recherche hospitalo-universitaire en santé, qui vise à soutenir des projets de recherche innovants de grande ampleur dans le domaine de la santé ce mercredi. Focalisé sur la recherche translationnelle, des projets RHU associent des acteurs académiques, hospitaliers, des entreprises, dans un esprit de collaboration, d'innovation qui est au cœur de vos enjeux de demain. 17 projets en tout ont été retenus, avec un soutien quand même de 142 millions d'euros de la part du gouvernement. Nous sommes donc également au rendez-vous pour soutenir la recherche et l'innovation en santé. Enfin, les CHU et les universités sont également des lieux de la formation pour nos futurs professionnels de santé, pour l'avenir du système de santé. Vous êtes à la manœuvre au quotidien, et là aussi, Ma Santé 2022 a porté des transformations profondes des formations en santé, qu'il s'agisse de la réforme de l'accès aux études de santé, la suppression du numérus médical, j'en ai parlé, ou encore la réforme du 2e cycle des études de médecine, qui mobilise beaucoup votre communauté et qui soulève, et c'est normal, beaucoup d'inquiétudes chez les étudiants. J'ai été moi-même je crois que j'ai été la première année de la PACES, la première année des ECN, la première année d'études de dossier. J'ai essuyé tous les plâtres et je me souviens de l'inquiétude des étudiants. À la fin des fins, les choses se sont bien déroulées, gageons qu'elles se passeront bien. En tout cas, je ne laisserai évidemment aucun étudiant sur le carreau et nous serons extrêmement sensibles à ce que l'application de cette réforme se passe du mieux possible. Par ailleurs, ces évolutions s'accompagnent d'une place importante de la simulation dans nos formations en santé, au sein des études de médecine, bien évidemment, mais également des formations paramédicales, et nous avons vu se développer des formations sur le tas de soignants paramédicaux qui ont acquis des compétences sur mannequin pour aller traiter des patients en réanimation, pour prêter main forte à leurs collègues, avec des patients intubés, ventilés, avec un SDRA, et être capable même de faire du décubitus ventral. J'ai consacré 3 millions d'euros pour l'accompagnement des équipements en 2021, et des crédits importants sont prévus dans le cadre de la réforme du 2e cycle des études de médecine. Afin d'améliorer l'offre de formation des professionnels de santé, le Premier ministre a également annoncé, j'étais à ses côtés, à Angoulême jeudi dernier, la création de 8 sites de formation universitaire en odontologie à partir de 2022 à Tours, Dijon, Besançon, Caen, Rouen, Amiens, Poitiers et Grenoble. Ainsi, nous augmenterons de 14% le nombre d'étudiants en chirurgie dentaire et nous améliorerons l'offre de soins dentaires publics dans les territoires, sujet auquel je suis particulièrement attentif, étant aussi en charge des solidarités. Mesdames, Messieurs, nous le voyons bien, le modèle des CHU, c'est la force motrice de l'excellence de notre système de santé. Excellence en termes de soins, dont certaines activités de recours, excellence en termes de recherche, avec une implication importante de vos établissements,
Excellence en termes de formation dispensée à nos futurs professionnels de santé. Certains ont eu la tentation de remettre en cause le modèle de 58. Ceux-là se sont trompés de questionnement. Je crois profondément en ce modèle. Et je suis convaincu qu'il n'a pas encore produit tous ses fruits et que nous pouvons aller plus loin dans la triple alchimie du soin, de la formation et de la recherche. Ne bridons pas notre imagination, continuons à partager, à phosphorer, à nous investir dans nos missions avec passion, avec enthousiasme. N'hésitons pas à penser en dehors de la boîte. Imaginons tout ce que nous pourrions faire avec notre système hospitalo-universitaire, ce que nous ne faisons pas encore. Face à l'incertitude, nous pouvons compter sur notre créativité. Vous pouvez compter sur mon engagement, à vos côtés, dans l'exercice de vos missions et pour défendre le modèle de nos CHU français. Je vous remercie.